Chers amis, donc voici la première séance d'Actu Philo de cette année 2010-2011. Vous aviez l'an dernier répondu à un questionnaire où vous sembliez avoir envie que notre interrogation sur la vie moderne puisse avoir des implications philosophiques. C'est ce que nous faisons cette année en choisissant un thème. Chacun y répondra de son mieux et questionnera nos différents interlocuteurs et si le bonheur était possible. Merci d'être venus si nombreux et merci Vincent Paul d'être là. Donc vous avez peut-être été surpris en voyant l'intitulé cette année « Et si le bonheur était possible ». Vous êtes dit « Ça y est, Martine Gasquet-Degreuil et Daniel Land sont devenus fous, on est dans une grève, on ne s'en sort pas, il y a du chômage partout, il y a de la violence partout. » Et puis voilà qu'on vous apporte comme thème « Et si le bonheur était possible ». Et là, nous abordons ce thème du bonheur et on commence avec un être assez étonnant que j'aime beaucoup. Je le connais depuis quelques années. Et commencer par un prêtre, déjà, on se met sous l'auspice de Dieu. Mais alors Dieu, c'est un peu spécial, parce que Dieu, c'est un ordre de vérité particulier. Parce que Dieu, c'est ordre de vérité par rapport à la Bible. Mais voilà-t-il pas que Vincent Paul Tocoli nous lie à la fois cet ordre de vérité de Dieu avec le vivre. Donc il lie à la fois croire et vivre. C'est un personnage remarquable, il a écrit plus de presque 50 livres, dont je vous recommande Petit traité de la compassion. Un petit livre remarquable. Et donc il arrive à lier à la fois croire et vivre. Et c'est son expérience dont il va nous parler, et cette expérience sur le bonheur. Nous sommes descendants d'eux. Alors tout dépend de qui et où et quelle est l'origine de votre famille. Moi j'ai appris par exemple dans cette première chose à essayer de découvrir d'où je venais. Quels étaient mes grands-pères, mes grands-mères, de quel pays ils venaient. C'est très intéressant, surtout quand vous avez des personnes qui se souviennent et qui vous racontent. C'est la première dimension que je dirais. Votre origine, c'est déjà votre vie. Et le prénom qu'on vous donne aussi, ça va être la deuxième série de données. Vous n'avez pas choisi votre prénom. Et quand vous demandez « mais pourquoi tu m'as appelé comme ça ?» et que la personne vous donne une raison. Dans mon cas, par exemple, mon cher Daniel, on m'a appelé Vincent et non pas Victor, parce que j'ai fait un peu de latin. Je me disais pourquoi. Alors ma mère m'a dit parce que tu n'as pas encore remporté la victoire. Vincent, tu es en train de gagner, Vincenz. Ben, ça vous donne toute une direction de vie, cela. Vous avez une vie de combattant, ou alors vous avez une vie de vainqueur permanent. Et non, moi je combats, je continue de combattre. Je n'ai pas choisi de recevoir un coup de pied au derrière et de quitter mon pays natal, et de le perdre, et de ne pas pouvoir y retourner. Je n'ai pas choisi d'avoir à traverser le monde. Mais l'idée que ma mère m'a dite, tu as perdu un pays, mon fils, tu as gagné le monde. Ben, il faut l'entendre, cela. Et effectivement, j'ai travaillé dans 111 pays dans le monde, missionnaire dans plus de 25, et mon Dieu, ça continue. J'ai énormément appris sur moi, en sachant que ma famille est à la fois grecque, hongroise et napolitaine d'origine, et j'ai été sur les lieux pour me rendre compte et d'arpenter des lieux où, à 2 ou 3 générations avant vous, votre famille a traversé ces rues et ces boulevards. C'est un sentiment extraordinaire. Quand on pense qu'on est d'une origine multiple, qu'on ne sait pas où on est, qu'on n'a pas de place dans la société, qu'on est dans l'exclusion, qu'est-ce que tu penses, comment on peut récupérer cette origine que l'on nous a un petit peu volée? J'ai travaillé avec plusieurs clients, patients, je ne sais pas comment il faut dire, qui venaient dans mon cabinet. Quelque chose qui a abouti à un papier que j'ai écrit et qui s'appelle le mythe de soi. Rappelez-vous, mesdames et messieurs,
Lorsque nous étions petits encore et que nous allions voir les films qui nous passaient à l'époque, depuis Sissi Impératrice ou Les Pecosbilles ou Le Dernier des Mohicans, c'était ceux qu'on nous servait à l'époque. En sortant du cinéma, certainement, moi en tout cas, ou le matin dans la salle de bain ou n'importe quoi, où on descendait en imitant un peu ces héros auxquels on s'identifiait. Moi en tout cas, c'était cela. J'étais à la fois ceci, à la fois cela. Je me suis toujours jeté en avant des personnes, non pas que j'aurais voulu être, parce que j'avais tout à fait conscience que j'étais moi et pas un autre, mais que c'était formidable ce que ces gens-là avaient pu réaliser de leur vie. Je pensais à Marco Polo, je pensais à Alexandre, je pensais à Christophe Colomb. Vous voyez, j'étais dans une cour immense où il y avait ces gens-là. Et j'étudiais comment ils étaient arrivés. C'est plus tard que j'ai vu qu'Erik Erikson, le psychanalyste, étudiant Luther, va écrire un livre, Luther avant Luther. Il faudrait, à certaines époques de notre existence, que je puisse dire Tocoli avant Tocoli. Qu'est-ce qui fait qu'on devient l'Uluberlu que je suis? Comment fait-on du Tocoli? Et ça, c'est intéressant. Je ne dis pas que l'œuvre est réussie. Je dis que ça s'est fabriqué. Ça s'est fabriqué parce qu'il y a eu des événements. Seulement ces événements-là, il faut en prendre conscience. J'aurais pu pleurer mon Algérie natale pendant des années et des années et avoir le cœur en bandoulier en disant « Oui, ils m'ont tout pris, c'est dégueulasse, de Gaulle, c'est un salaud. » Je peux pendant des années, ça n'arrange strictement rien. C'est fini, comédie, tragédie. Et il faut maintenant, je me dis, je ferme la porte, je jette la clé et j'avance. Vous imaginez, Christophe Colomb a bluffé pendant tout le voyage parce qu'il n'avait pas les cartes nécessaires. Et il a prié le bon Dieu que ça réussisse parce que sinon, ils auraient jeté par-dessus bord. Et quand la première île est arrivée, quelle fut, d'ailleurs, il pensait qu'il était en Inde, c'était formidable parce qu'au moins il restait en vie, sinon il l'aurait tué. Et à chaque fois, c'est des choses comme cela qui avancent. Donc, je me suis dit, la vie de mes clients, il y a eu ce qu'on appelle des tournants, des nœuds dans leur existence. Tout le monde en a. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours soi-même l'idée, ou bien on n'est pas aidé suffisamment à dénouer ce nœud, c'est-à-dire à se dire pourquoi, ces choses-là sont terribles. Ok, pleurez le temps qu'il faut. Une fois que vous avez pleuré, maintenant, arrêtez de pleurer. Regardons la chose en face. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une des phrases que je t'avais envoyées, tu te rappelles, où j'écrivais « La vie s'apprend au jour le jour, que celui qui se plaint de n'être pas compris se demande d'abord comment il s'exprime, car c'est à force de lire que l'on finit par comprendre, qu'à force de lire, l'on finit par comprendre. Et apprendre à se faire un bonheur avec tous les malheurs que l'on n'a pas. » Pas mal comme truc, hein? Eh bien ça, je ne peux le dire qu'après coup. C'est-à-dire que je ne peux pas le dire avant de l'avoir fait. Il faut avoir prouvé le mouvement en marchant et vous retournez et vous dire « Je marche !» Oui, mais je marche parce que j'ai mis un pied devant l'autre. Qu'est-ce que la question c'est? Qu'est-ce qui fait qu'on met un pied devant l'autre? Alors là, c'est l'histoire de chacun qui l'emporte. Et quand je parle du mythe de soi, je pense qu'il faut avoir pas une haute opinion de soi, mais il faut avoir une haute opinion des qualités que l'on a et qui vous sont reconnues. Quand un professeur, un éducateur, je me rappelle mes trois profs quand j'étais en 8e, 7e, 6e, c'était trois personnes, Mademoiselle Lelouch, Monsieur Seban et Monsieur Vidal. Plus juif que ça, tu meurs. Les trois étaient des gens merveilleux qui non seulement me considéraient, quand je posais une question, m'écoutaient, mais corrigeaient ma question et me dire « Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Vincent Paul ?» Oui, je crois que c'est ça. Eh bien, si c'est ça, voilà la réponse que je peux te donner. Ça, cette attention, je l'ai découverte que chez Don Bosco, celui avec lequel je suis devenu salésienne Don Bosco, avant d'avoir une opinion sur l'enfant, avant d'avoir une opinion sur lui, avant de savoir avant lui ce qu'il veut et ce qu'il est, demandez-le lui, qu'il l'explique comme il explique. Et si vous ne comprenez pas, apprenez sa langue. N'attendez pas qu'il parle votre langue. Vous avez 40 ans, alors qu'il en a 10, 11, 12. Donc les nœuds sont là.
c'est les nœuds qui viennent d'un père ou d'une maman qui meurt, on est orphelin. C'est le fait de ces familles, justement, séparées, et on se retrouve un week-end ici, un week-end là-bas. C'est un fait. Alors, bien sûr que l'enfant pleure ou n'est pas content, c'est évident. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas content qu'il va arrêter de vivre. Il faut qu'il vive avec ce côté-là. Et de tous ces côtés-là, je répète, il y a des éléments merveilleux. Je vais donner un exemple, mais tu m'arrêtes si c'est trop long. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'internat, j'étais collé tous les samedis. Donc de la 6e à la terminale, j'étais collé tous les samedis que le bon Dieu fait. Pourquoi? Parce que je ne supportais pas je ne supporte pas, en fait, l'incompétence. Et je le disais aux gens. C'est pas vrai ce que vous dites. Vous allez chercher. Mais vous parlez au professeur. Je dis, vous êtes peut-être professeur, mais ce que vous dites, c'est pas ça. Et d'autant plus que j'avais raison, parce que j'avais d'abord travaillé la chose avant de parler. Et alors, coller, ça voulait dire, rappelez-vous, écrire des lignes et des lignes et des lignes, je ne dois pas répondre, etc. Je ne dois pas répondre, je ne dois pas répondre, etc. Et comme j'étais puni par 2 ou 3 profs, j'étais donc puni 2 heures le samedi matin, 2 heures le samedi après-midi, 2 heures le dimanche matin et 2 heures le dimanche après-midi. Dimanche matin, après la messe, bien sûr. Il faut d'abord aller à la messe avant d'être puni. Et alors, le supérieur, voilà, mon Don Bosco à moi à l'époque, le père Clément, me vient me voir et me dit « Mais Vincent Paul, tu n'as pas assez de te faire punir. » Alors je faisais ça. Il avait raison. Et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « J'écris des lignes, là, vous voyez. J'écris bien, d'ailleurs. » Je dis « Ça me fait des exercices. Je vais être très bon en calligraphie. » Et il me dit « Tu n'en as pas assez. » J'ai dit « Non, mais je peux vous donner une idée. » Tu veux me donner une idée de quoi? Mais je dis « Je ne demande pas à ce qu'on supprime la punition. Mais ce que vous pourriez faire, peut-être demander au prof de français que j'adorais de me donner un texte. Ce texte-là, première heure, je le traduirai en anglais. Puis vous tirez le français et avec l'anglais l'après-midi, je le traduis en latin. Puis vous tirez le latin le dimanche matin, je le traduis en grec. Et puis ensuite vous me tirez et du grec, je remets en français. J'ai dit, ça vous paraît bête? Il me dit, non, mais c'est plus une punition. J'ai dit, non, c'est un plaisir, monsieur. Comment? J'ai dit, vous dites vous-même que je m'embête à faire le truc, mais moi je ne veux pas perdre le temps que je gagne ici. Les autres allaient jouer au football sur la cour, ça ne m'intéressait absolument pas. Vous voyez d'ailleurs comment je suis devenu. J'aurais dû faire du football peut-être, je ne sais pas. Et c'est comme ça que pendant 6 ans, j'ai été excellent en latin, en grec, en français, en anglais, parce que tous les samedis et les dimanches, moi je me tapais des exercices, et c'était des cours particuliers en fait, sans payer quoi que ce soit, puisque j'étais puni. Donc c'était bien. Je veux dire qu'il y a un moment, c'est Huckleberry Finn qui dit la même chose, ou alors Charles Dickens. Ce qui vous arrive, vous arrive. N'accusez personne. De toute façon, vous avez tort. Vous avez bien vu, quand vous demandez quelque chose, oui, mais vous aurez dû, vous devriez, alors je dis plus rien, etc. Ne demandez pas. Faites votre deuil d'une raison que vous pouvez avoir. Mais maintenant que cette chose est là, elle est votre existence. Et cette existence-là, c'est avec ça qu'il faut avancer. Il y a 5 phases quand un événement très négatif vous arrive. D'abord, ce premier événement, vous avez la mort de quelqu'un ou n'importe quoi, enfin quelque chose de très très lourd. D'abord, vous êtes abattu, vous avez le coup, vous dites rien. Et ça peut durer un certain temps. Puis ensuite, il y a la colère. Et cette colère, il faut la crier, il faut la hurler, etc. Puis une fois que cette colère est passée, il y a un moment où vous vous demandez les causes. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était comme ça, etc. Puis la 4e phase, c'est de l'intégrer, comme on dit. Mais ce n'est pas fini. Une fois que l'événement est intégré, et si vous arrivez à le faire, c'est que la personne dit, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'on appelle le projet. Eh bien, si avec toutes les personnes que j'ai pu voir dans l'accompagnement des mourants, ou tous les gens qui viennent dans mon cabinet, si j'arrive à cette dernière phase, c'est-à-dire où ils se disent « qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ?», on a gagné. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, qu'avec la crise que nous connaissons, sur Sophia Antipolis, il y a énormément de postes qui sautent. Je me suis occupé pendant 5 ans de Sophia Antipolis, 35 000 chercheurs, 68 nations différentes, parlant 28 langues.
jusqu'en 2005 que j'étais l'aumônier de là-bas. Et à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui perdent leur boulot pour des questions de rachat, etc. Et alors, vous avez 38 ans, 40 ans. Si vous perdez votre job à Sophia Antipolis entre 35 et 40, vous êtes un vieux. Vous ne pouvez plus rien avoir. On ne peut plus vous prendre. Et deuxièmement, vous avez une femme, ou si c'est une femme, elle a un mari, 2 ou 3 enfants, parce qu'on gagnait bien. Les deux devaient gagner 4 000 euros, ça fait 8 000 euros. Ils avaient certainement un patrimoine. Ils ont acheté une maison qu'il faut rembourser maintenant sur 15 ans. Chacun a sa voiture, et c'est normal, des petites voitures pour aller. Les enfants sont peut-être dans des institutions religieuses où il faut payer un peu plus qu'ailleurs. Bref, cette personne à 38 ans se trouve maintenant avec un capital peut-être de 100 000 euros. Combien de temps va-t-elle vivre à 5 personnes en payant tout cela, etc. Et ces gens-là arrivent au bout d'un rouleau. Et en général, les 3 phases, plutôt les 3 tendances ou dérives que je rencontre, c'est le jeu des chevaux à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ils vont jouer, là. La deuxième chose, c'est l'alcool, mais c'est cher, le whisky. La bouteille à 50, 40 euros, on ne peut pas s'en envoyer une par soir. Multiplié par 30, ça fait quand même pas mal. Il y en a qui se tapent une bouteille de whisky par jour, 3 quarts. Et puis la troisième, c'est la pornographie avec sa carte de crédit sur Internet. Et ces gens-là, d'abord, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont ils se sont mis, les pauvres, dans cette situation de dépendance. Et tout le travail va consister à se demander d'abord, qu'est-ce que dans le jeu, entendez dans l'alcool, entendez dans la pornographie, qu'est-ce qui fait qu'un bonheur est quand même accessible pour eux? Parce que c'est là qu'ils ont cherché un ersatz de bonheur qui a détruit la famille, la femme, ou le mari d'ailleurs, etc. La femme, c'est avec des babioles qu'elle dépense, etc., alors qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. Avec tous ces crédits qu'on peut avoir, la banque vous fait arriver à 5%, machin, vous trouvez au bout de 3 mois devant 3 000 euros à la banque, sans savoir pourquoi tout d'un coup vous trouvez. Et donc, c'est la prise de conscience d'abord de cette nécessité, comme l'article 2, je crois, de la Constitution américaine, tout homme recherche le bonheur. Donc il faut admettre, c'est terrible ce que je dis, il faut admettre que tous les ersatz du bonheur, quand on ne sait plus où donner de la tête, il vaut mieux passer par là que se suicider. Donc je dois prendre la personne là où elle est. Je peux me dire, mais enfin, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais enfin, vous êtes en état de péché mortel. Vous allez sur le site voir du porno, mais vos enfants, je ne vais pas me mettre à l'engueuler encore plus, alors que cette personne, elle est au bout du rouleau. Il suffit que je la pousse pour qu'elle tombe dans le précipice. Et ça me rappelle cette chose qui m'est arrivée pendant que j'étais donc l'accompagnement des mourants à Biven, à l'hôpital de la Cité universitaire de Paris. Nous étions 5 ou 6 à intervenir auprès des malades, et chacun avait 5, etc., pour pouvoir faire les choses bien, quoi. Et ce matin-là, je rentre dans la chambre d'un monsieur pas trop âgé, de voir 65, 70 ans, qui était plus âgé que moi à l'époque, et il était, d'abord sa santé, l'horreur, il avait dû faire sur lui. Faut pas montrer que c'est épouvantable, l'odeur qu'il y a là. C'est ce qui m'a coûté le plus, c'est l'odeur. En entrant dans une chambre, j'avais pris l'habitude après de ne pas trop réagir. Et donc, je rentre. Il était recroquevillé comme une araignée dont toutes les pattes partaient dans tous les sens. Il était plein de tuyaux de tous les côtés. Et alors, je m'approche. C'est pour ça qu'il s'appelle Martin. Monsieur Martin, je vais essayer de vous redresser, etc. Qui me dit, ne touchez à rien. Je dis, mais c'est encore comme ça que je souffre le moins. Alors vous arrêtez. Vous dites, dans cette position, alors là c'est physique, et je la transpose sur le moral. Dans une position, quand on a trouvé un certain équilibre, c'est ni moral ni amoral ce que je dis. C'est ni religieux ni irreligieux. Ça n'a rien à voir avec ces catégories. La vie est arrivée à être supportable parce que cette personne a trouvé cette position. Si nous ne connaissons pas, mesdames et messieurs, que ce soit vos enfants, vous-même, votre époux, votre femme, des voisins, des amis, si on ne reconnaît pas d'abord que la personne qui vit comme elle essaye de vivre, comme elle peut vivre, parce qu'on ne vit pas toujours comme on doit,
On vit comme on peut, et c'est pas mal déjà. Hein, pas mal déjà. Si vous n'admettez pas au préalable que ces formes de bonheur, de satisfaction, de confort, entre guillemets, peuvent être les plus diverses possibles et inimaginables, vous n'êtes pas fait pour ce boulot. Pour ce boulot d'aide, pour ce boulot comme ça. Il faut changer. Ça vaut pour un prêtre ou pour une assistante sociale, si elle doit s'exclamer. Comment? Mais vous faites des choses pareilles? Ben, il faut changer de boulot. Il ne faut pas rester là, il faut d'abord écouter. Oui. Est-ce que tu pourrais préciser le mythe de soi, parce que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose d'extrêmement positif, et on voit que dans le mythe, tu sais que j'ai travaillé avec René Girard, et le mythe de soi pour René Girard, ça va être le mensonge romantique. Le mensonge romantique, donc ça c'est l'aspect négatif, et toi c'est positif, donc je reviens à l'aspect positif après. Le mensonge romantique, c'est-à-dire que l'on copie quelque chose qu'on a vécu, qu'on n'a pas vécu justement, qu'on a vu dans un livre, on essaie de le recréer, et donc on n'y arrive jamais, on est très malheureux. C'est Madame Bovary qui lit des romans de gare, etc., et qui attend le bel Apollon qui n'arrivera jamais, elle a simplement un marchand qui vient. Donc ça c'est le mensonge romantique pour René Girard. Et toi, donc le mot mythe est intéressant parce que c'est le mythe de soi, et toi tu le mets d'une manière positive, et pour René Girard ça vient l'idée du modèle, dire qu'est-ce que je vais avoir comme modèle pour continuer à vivre. Et donc là la troisième question incluse, c'est cette idée du projet, le projet quand il n'y a plus rien. Donc est-ce que tu peux préciser? Oui, je vais essayer de répondre plus précisément. C'est une question qui n'est pas théorique, je te remercie de la poser. Parce que moi, non mais je veux dire en ce sens que moi je n'ai pas fait de carrière universitaire. Moi je suis toute la journée les deux pieds et les deux mains là où vous savez. Et je patauge. Et 24 heures sur 24. Ça veut dire que moi je suis plutôt anthropologue. Mais anthropologue de terrain. Et ça me plaît énormément parce que je sais faire ça. D'autres feront autre chose peut-être. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai parlé du mythe de soi et que j'ai dit que l'importance, c'est de pouvoir découvrir comment on a de la chance ou on ne l'a pas, ou on se fait soi-même sa chance, les qualités, c'est-à-dire les potentialités que nous avons. Je disais aussi dans l'une des phrases que je proposais, les possibles de la vie sont multiples. La vie n'est que potentialité. Elle ne peut se nourrir de pré-mâché, comme Madame Bovary. Elle est expérience personnelle. Un exemple. Quand j'ai eu 10 ans, 11 ans, nous étions en Algérie et j'ai voulu partir en Angleterre. Je le dis comme ça à table, puisque chez nous, je répète, on exprime toujours tout. Quitte à ce qu'ensuite on dise pas possible, c'est possible. Mon père m'a regardé, et mon père était capitaine au long cours. Il m'a écouté, et un mois ou deux plus tard, les vacances arrivant, il m'a dit, j'ai trouvé un bateau avec lequel tu partiras. J'ai dit, papa, d'Alger? Oui, pour Liverpool. J'ai dit, quoi? Ben, tu feras le mousse. J'avais 11 ans, 10 ans et demi, février, juin. Tu feras le mousse. J'ai dit, quoi le mousse? Ben, je vais t'expliquer ce que c'est que le mousse. Alors il me dit, c'est marrant parce que les Allemands disent der Junge, le jeune, pas le mousse, der Junge, le jeune. Et alors, il m'explique que tu vas être, non pas la bête à bord, mais si tu vas nettoyer le bureau du capitaine, enfin là-haut, sur la passerelle, tu apporteras les plats peut-être en messe des officiers, etc. C'était un petit cargo, il y avait à peu près 15 hommes d'équipage, c'était très très bien, etc. Et j'ai fait donc, depuis Alger, en remontant, on a mis 15 jours par le Gibraltar, et qu'on est remonté jusqu'à Liverpool. Et c'était fabuleux, si vous voulez. Premier soir, j'ai pleuré dans les cordages, ma mère n'était pas là. Deuxième soir, j'ai pleuré un peu moins. Troisième soir, j'ai écouté l'accordéon et l'harmonica des soldats et des marins. Mais il y a une scène pour dire qu'il faut se débrouiller. Je suppose que mon père avait demandé au capitaine, un vieux loup de mer, il avait une bouffarde, vous savez, qui vous brûle la barbe, là, toute petite, qui était là. Il avait demandé de me mettre un peu à l'épreuve. Et il me demande, j'étais à la passerelle, Vincent Paul, va me chercher du café. Ben, jusqu'à la cuisine, il fallait descendre quelques marches, descendre le bastingage, et puis aller jusqu'à la cuisine. Alors y aller, ça va, mais il remonte avec une tasse, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et alors, je sors de la cuisine, le chef rigolait derrière, le coq, comme on dit, maître coq. Je passe et je voyais bien que tout le monde était dans le coup, et tout se renverse avec le roulis et le tangage.
Et la deuxième fois, je repasse, je dis, je vais peut-être aller vite, pas moyen. La troisième fois, je sors de la cuisine, je dis, il faut que je trouve quelque chose. Dès que l'autre type a tourné la tête, j'ai... Le capitaine m'a regardé et m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu es bien le fils de ton père. 2 choses. 3 choses. L'épreuve. Moi, je n'arriverai jamais à porter le café. J'aurais pu pleurer comme ça. Jamais mon père m'aurait mis sur le bateau s'il savait que j'aurais fait comme ça. Deuxièmement, mais j'arrive pas à présenter la tasse, elle tombe, etc. Tout le monde aurait rigolé, etc. Troisièmement, il faut que tu trouves un truc. Puisqu'on t'a mis dans une passe difficile, tu dois par tous les moyens trouver un truc. Et le truc que j'ai trouvé, c'était ça. Et quand tu reçois ensuite ce double compliment, voilà le mythe. Je suis au moins comme mon père. Deuxièmement, il ne sait pas comment j'ai fait. Le bonheur que tu te fais, c'est toi qui te le fabriques. Seulement, il faut avoir appris à regarder le bord du chemin, il faut avoir appris à faire ceci, à faire cela, etc. Et je crois que dans l'éducation, le problème, il est là. C'est que si je suis simplement en train de te donner un savoir, il le faut. Il le faut. À l'heure actuelle, le savoir est donné surtout par l'Internet, c'est même plus la peine de faire quoi que ce soit. Donc le savoir est là. Mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la personne avec qui je suis, le jeune, se rende compte qu'il a des potentialités, des capacités, des potentialités qu'il peut à son tour développer quand il aura besoin. Alors ça s'accumule, et je termine maintenant. Tout ça, ça forme un personnage de soi. Hein? Avant de partir à l'internat, moi j'étais un bagarreur, chef de bande dans les rues. Le quartier où j'habitais s'appelait le Ruisseau. Je suis sorti du Ruisseau, pourrait-on dire, pour le faire. Qui allait se douter quand il y avait les groupes d'Italiens qui tapaient contre les Espagnols, contre les trucs, etc., parce qu'il y avait les équipes. Ce n'était pas les gangs of New York, mais ça avait un peu la forme. Personne qui m'aurait dit, un jour tu parleras au CUM, tu seras prêtre de Jésus-Christ et tu seras missionnaire en Chine. C'est Zarathustra. Exactement, c'est Zarathustra. C'est-à-dire c'est se créer, c'est le créateur. Voilà. On arrive à créer l'idée du bonheur. Exactement, c'est Zarathustra. Il faut donc se bâtir son truc. Dans ma vie, il y a quelque chose, il faut que j'y fasse allusion, et qui est ce que, je crois, ma mère m'a mis dans le cœur et dans l'oreille, en bonne mère juive qu'elle n'était pas. Il ne t'arrivera jamais rien, Dieu est avec toi. Quand vous êtes tout petit, et qu'on le fait, vous savez comment on rigole avec les enfants ridiculement, et qu'elle vous parle comme un adulte, qu'elle vous dit dans l'oreille, il ne t'arrivera rien, jamais. Dieu est avec toi. Ben, c'est peut-être du lavage de cerveau, j'en ai rien à cirer, mais ça aide vachement. Je veux dire que j'en suis, moi, absolument persuadé. Il ne peut rien m'arriver, et tout ce qui peut arriver, qui peut être considéré comme mal, une jambe cassée, un œdème que j'ai eu il y a 2 mois, cardio-pulmonaire, j'ai failli y rester. Et alors, comme je disais tout à l'heure dans le bureau, je vis du rab. À l'heure actuelle, c'est du rab, et ça repart, etc. Tout dépend comment on considère. Et cette vision positive, où vous l'avez naturellement, je pense que Cyrulnik, que je connais très bien, auquel tu fais allusion, il a dû avoir des parents qui l'ont reçu fabuleux, mais il avait en lui cela. Il faut faire allusion à 2 choses, 2 types qui, comme originaires aussi des camps de concentration, comme Cyrulnik il y a échappé, qu'on appelle Bettelheim, Bruno, et l'autre... Primo Levi. Oui. Enfin, je l'ai rencontré, moi, avant qu'il ne devienne un peu malade, à Los Angeles, enfin, il est dans les quartiers nord, et Jerzy Kosinski. On a 2 types qui ont fait les camps de concentration, ils ont réussi à s'en sortir des camps de concentration par une survie pas possible. Jerzy Kosinski a écrit « Je suis devenu un rat et je devais m'identifier à un rat pour bouffer tout ce qu'il y avait, tout ce qui traînait, même les animaux, les cafards, je mangeais tout, il fallait que je mange, sinon je serais mort. » Bettelheim, la forteresse vide, tous ces trucs-là dont il a décrit, le problème,
c'est que ces 2 personnes se sont suicidées. Et Bettelheim, dans une condition pas possible, en se mettant, comme tu le sais, un sac de plastique autour de la tête, il est mort par étouffement comme les Khmers rouges faisaient ça au Cambodge, et Jerzy Kosinski s'est brûlé. Donc il fallait que quelque chose ait été cassé en eux, bien qu'ils aient eu jusqu'au bout la capacité de s'en tirer. Parce que sortir d'un camp de concentration, et Dzerzhinsky a traversé toute la Pologne avec une chèvre. Et il buvait le lait de la chèvre. Il était jeune, il avait 10 ans. La chèvre lui servait pour manger. Il dormait avec. Alors il dormait avec pour qu'elle ne fuit pas. Il s'attachait à la chèvre. Et quand il est arrivé au bout du compte, la chèvre, il ne savait plus qu'en faire. On l'a arraché de la chèvre, c'était devenu sa famille. Il était devenu le fils de la chèvre. Alors ça, c'est du mythe. C'est du mythe en ce sens qu'il n'était pas le fils de la chèvre. C'est en le sens qu'il n'était pas devenu un rat. Mais par rapport à ces images de prospective, il a pu faire un chemin. Comment trouver dans le mythe de moi une voie telle que je puisse avancer dans mon mythe et le créer? Je me suis posé cette question. Et je me suis dit, indépendamment des connotations de ta vie, prêtre, catholique romain, religieux salésien, des choses qui sont des connotations qui auraient pu ne pas être. Il se trouve qu'elles sont là. Quelles seraient les choses qui ont fait que ta vie a pu avoir une directive? Dans le mythe, il y a toujours une issue au mythe. Je pense qu'il y a 2 choses. Je peux le dire après coup, je répète toujours, pour avoir réfléchi. C'est-à-dire, pardon, je m'excuse, j'efface, pour avoir vécu les choses. On ne peut le dire qu'après coup. Comme disaient les Allemands, c'est « im Nachhinein ». Il faut d'abord le faire, c'est Freud, pour pouvoir se retourner. S'il n'y a rien devant toi, tu ne peux pas te retourner. C'est im Nachhinein. Nach après, hinein dedans. Il faut donc avoir tourné le truc. Il y a 2 choses. Et ça, je le sais, les 2 choses de qui je les tiens. La première chose, c'est le voyage dans le sens que mon père m'a bercé toute mon enfance de récits de voyage. Le au loin, le là-bas, le jamais satisfait de l'endroit où on est, que j'ai découvert chez un vieux bédouin d'ailleurs, un bédouin. Alors, c'était en Asie centrale, et j'ai passé un moment, on parlait chinois, un mauvais chinois, on s'est compris. Il m'a dit que lui, il est toujours persuadé que l'herbe de l'oasis qui va venir est meilleure pour ses troupeaux que l'herbe de cette oasis où il est. Et c'est ce qui le fait partir. Pas formidable. Donc le voyage, loin, là-bas, ailleurs, au-delà de l'horizon. Et ma mère, de son côté, avait une mémoire de cheval, elle n'a pas eu de certificat d'études, elle connaissait La Fontaine par cœur. Elle me récitait des fables de La Fontaine. Je suis persuadé qu'elle ne comprenait pas tout. Mais elle avait une excellente mémoire, elle avait appris ça, et elle me récitait La Fontaine. C'est-à-dire que l'enseignement, la connaissance, les auteurs, tout cela, et le voyage, ça a été les 2 trucs. Et ça s'est réalisé dans des formes, parce que le mythe ne se réalise pas toujours dans les formes qu'on a prévues. L'essentiel, c'est comme en philosophie, il y a la forme qui donne forme à quelque chose, et puis il y a l'être qui est dedans, l'essence et l'être, si tu veux. Et donc là, ça a pris cette forme-là. Mais je suis persuadé que j'aurais eu d'autres mentors, comme c'est à la mode depuis quelque temps, peut-être serais-je un mafioso voyageur, et qui le soir peut lire les lettres persanes. Si, a priori, vous dites ce que je dis, que chacun a des qualités, des potentialités qu'il ignore lui-même, mon travail va être celui-là. À Don Bosco, la grosse école Don Bosco, de 75 à 89, je prenais tous les élèves dont personne ne voulait. On avait appelé ça la 4e spéciale. Ils voulaient l'appeler la 4e Toco. Parce qu'on ne voulait pas, je prends. C'est ceux-là qui sont intéressants. Les autres, ils sont déjà là, ils vont tous regarder TF1 plus tard. Ceux-là vont aller sur Arte. Ceux-là vont louer Freebox. Et ces garçons-là, pour terminer mon exemple, j'avais la permission de ne rien faire de scolaire jusqu'au 1er novembre. Jusqu'au 1er novembre, c'était réservoir dogs. Nous étions en train de nous découvrir les uns les autres,
qu'on allait faire, etc. J'avais la permission. On avertit les parents. Il n'y aura pas de devoir puisque j'avais pris français, anglais, économie, histoire, géographie. J'avais donc à peu près 15 heures par semaine. En 15 heures, on fait quelque chose. À partir du mois de novembre, s'ils voulaient réintégrer une 4e normale, ils pouvaient le faire. Et après, la plupart restaient avec moi jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité. Or, je ne sais pas si l'enseignement, à l'heure actuelle, vu les difficultés que nous avons, peut le faire. Vous avez vu qu'on a donné des jeunes maîtres qui n'ont pas de formation, qui enseignent. Les pauvres, ils ont à peine 2 ou 3 ans de plus que leurs élèves. Ils n'ont pas, c'est pas leur faute. Ils n'ont pas d'expérience. Ils vont faire les frais de la réforme. Et ils vont perdre peut-être la vocation parce qu'elle devient épouvantable. Donc, c'est être attentif aux potentialités des autres. Enfin, si vous avez une responsabilité éducative. Comme dans les malades, être attentif aux potentialités qui sont encore là. Ce n'est pas parce qu'on va mourir dans 10 jours qu'on est fichu. Ça n'est pas vrai. Tu parles de l'origine et ce qui crée une personnalité, à la fois la biologie, l'éducation, la famille. Mais en fait, on est en partie dans des familles recomposées, dans des familles où il y a énormément de violence, de rupture. On a des jeunes dans cette banlieue qui sont défavorisés. Il n'y a pas justement cet héritage. C'est-à-dire que certains sont du Maghreb, mais ne peuvent pas retourner au Maghreb parce que ce ne sont pas leurs racines. Toi, tu nous montres quelque chose de merveilleux qui est de l'ordre de la racine, de l'ancrage et de l'amour. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit avec des gens comme Boris Cyrulnik qu'il y a la résilience. C'est-à-dire qu'on peut avoir vécu les choses les plus terribles et on s'en sort quand même. C'est-à-dire qu'au contraire, ça peut donner un moteur de vie. Et je voudrais que tu nous dises quelques mots justement sur les gens que tu accompagnes en fin de vie, les gens qui ont levé le sida, ceux qui sont, etc. Justement, parce que là, tu apportes du bonheur à partir d'une situation qui paraît extrêmement douloureuse. Le premier deuil qui a frappé notre famille a été celui de la petite sœur qui était née en 1953, au moment où moi j'entrais à l'internat. Elle est née le 15 août et je suis rentré en octobre. On rentrait en octobre à l'époque. On avait 3 mois de vacances. Alors actuelle, on a 2 mois à peu près, 3 mois de vacances. Et cette petite sœur, qui est née 9 ans après ma dernière autre sœur, qui était née en 1944, cette petite sœur, à l'âge de 33 ans, nous a quittés par un cancer fulgurant en 3 mois. Elle était à Paris, elle était docteur de foie, elle travaillait pour la télévision, elle faisait des pièces, etc. C'était une fille remarquable, parlait aussi 3-4 langues. Et puis, c'était l'époque, mesdames, où on demandait aux dames le matin dans leur salle de bain de se tâter le sein au cas où il y aurait un nodule. Cette histoire de nodule m'est restée dans la gorge personnellement. Et un matin, je me rappellerai toujours, c'était à la brasserie du Dôme sur Montparnasse, je prenais mon avion à 3 heures, et elle me dit, Vincent Paul, j'ai le cancer. Boum, aussi sec que ça, puisque chez nous on appelle un chat et relais un fripon. Et elle a ajouté, je suis allé à Villejuif la semaine dernière, c'est le professeur Israël qui que j'ai consulté, avec un toucher anal, il m'a donné pour 3 mois. En 3 phrases, la messe était dite, si je puis dire. Et alors, naturellement, cette fille, c'était au mois de mai, elle nous a quittés le 11 juillet. Et je n'ai pu rien faire. Elle est morte d'ailleurs à Nice, puisqu'elle était descendue, et nous habitions à Saint-Sylvestre à l'époque. Ma famille habitait à Saint-Sylvestre, là où elle est morte dans la villa familiale. Et je n'ai pu rien faire. C'est-à-dire, je ne savais pas quoi faire. C'est la première fois que je me trouvais devant quelqu'un et pour lequel, en dehors des paroles, bien sûr, je dis beaucoup de choses, en dehors du sacrement des malades que je lui ai donné, en dehors des prières que nous avons dites ensemble, et je ne savais pas quoi faire d'autre. Dès que tout a été réglé, je partais pour l'Amérique latine pour les vacances, je suis rentré en octobre, et j'ai fait une demande de travail auprès du professeur Abivin, qui venait d'ouvrir à l'hôpital de la Cité universitaire à Paris, porte d'Orléans. Il venait d'ouvrir, grâce à Mitterrand, dont il était l'ami, au 7e étage. Il avait ouvert le premier, non, c'était le second, je crois. Schaeffer avait commencé à Grenoble l'année précédente. Il avait ouvert
un site de soins palliatifs. Vous savez ce que c'est en 2 mots pour les plus jeunes peut-être qui sont là? C'est quand à l'époque on savait que la personne ne pouvait plus être soignée, donc curatif, on la mettait dans un centre de soins palliatifs où les médicaments ne faisaient plus rien, sinon pour enlever la douleur. Hein. Mais sinon, ils savaient qu'ils en avaient pour 1 mois, ou pour 1 mois, c'était extraordinaire. Et j'ai demandé donc la permission, et Abivand m'a dit, vous êtes le premier prêtre qui demande à venir ici dans nos lieux, qui sont des mouroirs, apportez-nous l'espérance. Voilà ce que me disait Abivand. Alors j'avais une blouse blanche, et on m'appelait comme ça, où ça allait, etc. Alors je suis resté que 3 semaines, mais ensuite je suis allé à St. Christopher, Londres, où il y avait quelque chose qui fonctionnait depuis un moment. Je suis allé à Montpellier, il y avait 3 sites. Saint-Joseph, pour ceux qui connaissent, c'était la gérontologie psychiatrique, donc les vieillards qui deviennent fous. Il y avait aussi au Val d'Orel, c'était un centre pour les enfants non pubères mourant du cancer généralisé. Et puis il y avait à Guy de Chauliac, ce sont 3 hôpitaux de Montpellier où on s'intéressait, c'était le début où on s'intéressait aux sidéens, qu'on appelait à l'époque sidaïques. Le nom était horrible et donc on a fait autre chose. Et donc à ce moment-là, j'ai écrit, pris pas mal de notes, si vous voulez, sur tout ce travail que je faisais. Et le manuscrit devenait très très gros. Et je suis parti sur ces entrefaites missionnaires en Chine. J'ai porté toutes mes notes avec moi et quand j'avais un moment, je reprenais tous ces trucs. Le manuscrit faisait 800 pages non publiables. Et puis, c'est en rentrant qu'un éditeur est tombé dessus et l'a trouvé intéressant en 2002 et il est sans cesse publié de nouveau. C'est un petit truc de rien du tout qui fait 100 pages. J'ai enlevé tout ce qui était personnel, tout ce qui était trop relatif à ma famille, etc. Cela vaut pour tous. Alors, il y a eu 2 choses dont je voudrais parler pour ce bonheur, puisque c'était cela. Le bonheur, le bonheur de ces gens, et ces gens, je vais traiter d'ailleurs après-demain à Bordeaux, où je pars pour un congrès d'oncologie sur le temps vécu par le malade qui meurt. Ce bonheur consistait, enfin je ne disais pas le bonheur, mais c'était de pouvoir voir avec les malades, et donc en fin de vie qui étaient là, d'abord d'étudier leurs rêves. Je suis psychanalyste, c'est pour ça que le rêve m'a aussi intéressé tout de suite. Et je me suis rendu compte que, sachant qui j'étais, à la fois prêtre et psychanalyste, ils me racontaient leurs rêves. Alors, les rêves de gens qui sont sur le point de mourir, nous sommes tous sur le point de mourir, hein, on n'a jamais été aussi près de notre mort que ce soir, comme dit l'autre. Hein, je veux dire, ceux qui vont mourir mais qui le savent à une échéance propre, ne croyez pas qu'ils ont des rêves différents de nous. Ils ont des rêves de désespoir, ils ont des rêves érotiques, ils ont des rêves, toutes sortes de rêves. Et ils avaient honte de raconter, par exemple, qu'ils avaient des rêves sexuels. Et c'était charmant de voir une vieille dame qui, toute rougissante, m'avouait que, depuis un certain temps, elle n'avait plus de plaisir sexuel et que ça lui manquait quand même. Le quand même m'avait plu, tu vois. Et comme ça, des messieurs, des dames, il n'y avait pas de jeunes. Dans les services où j'étais, je n'avais pas de jeunes. Et alors, les faisant raconter leurs rêves, je me suis dit, mais vous ne pourriez pas essayer de raconter aussi votre existence, par exemple. Ça vous dirait que, oui, mais comment faire? J'ai dit, non, voilà, vous allez faire la chose suivante. Vous me parlez, vous me racontez, j'ai une bonne mémoire, je ne prendrai pas de notes, n'ayez pas peur. Et puis, je vais chez moi, quand je rentrerai, j'habitais rue de Saint-Vincent-de-Paul, c'est formidable pour moi qui m'appelle Vincent de Paul. Alors, je passais un moment de la soirée à mettre tout cela au point, et quand je revenais le matin, on m'attendait avec impatience, et je lisais ce que j'avais rédigé. Et alors, c'était formidable, j'ai dit, alors maintenant, puis j'attendais, quoi maintenant? Ben, la suite. Et alors, j'ai fait durer comme ça, Daniel, des personnes qui devaient mourir à la fin de la semaine, ont duré 15 jours, au point que Abiven m'engueulait, puis il n'y avait plus de place. Il y avait des demandes, il y avait pas. Je dis quoi, je les fais mourir ou quoi? Savoir ce que vous voulez. Alors on se marrait, bien sûr, là-dedans. Et une fois, cette personne à laquelle je pense
qui était une dame d'une certaine tenue. Elle était toujours très bien maquillée, enfin, bien qu'elle fût à la fin de son truc. Elle m'a dit, je crois que je partirai demain. Et quand quelqu'un, dans cette situation, vous dit ça comme ça, il ne se trompe pas. Ils sentent que c'est ça. Et alors, je dis, mais si vous êtes prête, moi je suis tout à fait prête, mais j'aimerais, pour tout le personnel qui est là, il y avait 3 ou 4 infirmières qu'elle aimait beaucoup, ainsi que pour mes voisins, il y avait 11 chambres. Pour ceux qui pourront, et alors l'unité de soins palliatifs était telle que le couloir était assez grand, vaste, pour qu'on puisse sortir les lits. La récréation, comme dans la prison, consistait à faire sortir tous les gens, et ils se parlaient de l'un à l'autre comme cela. Et bien de les faire tous, et alors j'aimerais, écoutez, j'ai un peu d'argent ici, j'avais pas mal d'argent, nous allons acheter des huîtres pour tout le monde. Je dis quoi? J'ai demandé à Bival, non, je n'ai parlé déjà au docteur, il est d'accord, il m'a dit de m'adresser à vous, et puis vous prendrez du champagne. Et j'ai trouvé ça d'abord admirable. Et le lendemain, à 11h30, elle m'avait dit tout, à 11h30, et alors on a mis tous les lits, et elle m'a dit, mais je voudrais quelque chose, c'est que je puisse lire à tous mes camarades, elle appelait ça mes camarades, le dernier texte que je vous ai donné, et vous terminerez vous-même en disant « Et elle mourut ». C'est moi qui devais l'écrire. Vous imaginez l'émotion que cela peut mettre dans quelqu'un. Le lendemain, à 11h30, tout le monde était là, les huîtres avaient été ouvertes, etc. Elle n'en a pas pu manger, elle ne pouvait pas déglutiner. Elle en a pris une comme ça, et tout le monde s'est servi. Elle l'a reposée, elle a trempé ses lèvres dans la coupe et m'a fait signe. Alors je lui ai donné le texte que j'avais tapé avec une grosse police pour qu'elle puisse le lire. Et elle l'a lu, c'était une espèce de conclusion de sa vie. Elle l'a déposé, tout le monde est rentré dans sa chambre, elle est morte dans la soirée. J'aimerais mourir comme ça. Après avoir pris du champagne, fait plaisir à tous mes gens avec lesquels je suis resté un certain temps, etc. Je trouve ça merveilleux. J'ai appelé ça, dans ma pratique après, le récit de vie. Et il y a un rapport très étroit avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu t'en rends compte, Daniel? C'est que si j'arrive à récupérer d'où je viens, si j'arrive à récupérer qui je suis, il ne peut rien m'arriver. Si, je vais mourir. Mais ce n'est pas parce que je vais mourir qu'il faut pleurer, comme disait Augustin, Saint Augustin. Je suis passé de l'autre côté de la chambre, mais ma voix sera avec toi. Et tout ce que nous avons vécu ensemble, tu les revivras. Je rirai de là où je suis, parce que je verrai peut-être que tu ne m'as pas compris, et tu riras certainement en pensant que je ris. C'est quand même formidable, cette chose-là, dans les confessions d'Augustin. Merci Vincent Paul Tocoli. Je t'en prie, merci beaucoup.